Ce matin dans la matinale. Florent Tardif, ce qui frappe, c'est qu'à présent, une majorité de Français est favorable à la réduction de l'immigration légale. Oui, Romain, et il y a une certaine homogénéité dans le détail entre les différentes classes d'âge et catégories socio-professionnelles. Mais même si le score est légèrement inférieur chez les jeunes, on découvre ce sondage ensemble. En revanche, et on va le voir ensemble, il y a une fracture importante entre les électeurs de gauche et ceux de droite, autour de 45% qui sont pour arrêter l'immigration extra-européenne en France chez les électeurs de gauche. Et vous voyez que c'est quasiment 2 fois plus chez les électeurs de droite. Mais ce qui frappe, et vous avez raison dans ce sondage, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont plus que favorables, au-delà d'un durcissement des mesures pour lutter contre l'immigration illégale, pour stopper l'immigration légale, puisque ici on parle de l'immigration légale extra-européenne, et c'est ce qu'il faut retenir de ce sondage. 2 tiers des Français donc, qui sont pour stopper l'immigration légale extra-européenne. Ils auront peut-être l'occasion de répondre à un référendum, puisque aujourd'hui le chef de l'État a expliqué dans une lettre qu'il a envoyée au chef de parti qu'il avait réuni la semaine dernière, donc qu'il était ouvert à changer la Constitution pour potentiellement organiser un référendum sur la question migratoire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la Constitution empêche de poser une question sur l'immigration lors d'un référendum. Quoique c'est discutable, mais là, effectivement, ça ne le serait plus du tout. Merci beaucoup Florian Tardif. Mégane, la jeune femme de 29 ans, victime d'un viol particulièrement atroce à Cherbourg cet été, le 4 août dernier, a été sortie du coma artificiel il y a quelques jours. C'est son père qui l'a annoncé hier. En revanche, son état de santé reste évidemment extrêmement fragile. Il lui faudra beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi. C'est ce que dit son père. Après son agression d'une violence innommable le 4 août dernier, le pronostic vital de Mégane était engagé. Son agresseur présumé âgé de 18 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Toutes les informations de notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau. Plus d'un mois après les faits, la famille de Mégane, elle, s'exprime enfin. Elle sort du silence par son père qui s'est exprimé à une radio locale. Il donne dans un premier temps des détails sur la santé de sa fille. Elle est sortie du coma voici quelques jours, mais sa santé reste encore très fragile. C'est évidemment une excellente nouvelle, mais il lui faudra beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi. Dans un second temps, elle est revenue sur l'élan de compassion et d'émotion ici à Cherbourg. Les nombreux messages de soutien que nous avons reçus nous ont aidés à traverser cette période très difficile. Concernant l'enquête, le principal suspect, Oumar N, a été placé en détention provisoire il y a maintenant plusieurs semaines. Et je vous propose d'écouter le père de Mégane. Il a lu son communiqué sur la radio libre qu'il a créée, radio locale. Il nous en dit plus sur l'état de santé de Mégane. Écoutez. Mégane est sortie du coma voici quelques jours, mais son état de santé reste fragile. C'est évidemment une excellente nouvelle, mais il lui faudra beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi. Toute la famille tient à vous remercier toutes et tous, très chaleureusement, pour vos nombreux messages de soutien empreints de compassion qui nous donnent beaucoup de force pour traverser cette épreuve. Tanguy Hamon, vous avez pu échanger quelques messages avec le père de Mégane. Il dit vouloir que l'agresseur de sa fille prenne le maximum, que la peine soit maximale. Justement, qu'est-ce qu'on sait du profil du suspect ? Bien, ce qu'on sait du profil du suspect, c'est qu'il est quand même très inquiétant. Le parquet de Coutances nous a indiqué dans un communiqué que son casier judiciaire fait déjà mention de 5 condamnations par le juge et le tribunal des enfants lorsqu'il était mineur. Donc, on rappelle qu'il est âgé de 18 ans aujourd'hui. Il s'agissait d'atteinte aux biens et de violence. Par ailleurs, le parquet nous a aussi précisé qu'une procédure d'agression sexuelle commise par lui à l'encontre de sa propre sœur est actuellement sous enquête. Alors où nous parlons, évidemment, il n'est pas possible de dire si ces faits sont avérés ou non. Et enfin, toujours sur son profil, on peut aussi citer une enquête très intéressante qui avait été publiée il y a peu par Le Figaro, où le suspect est décrit comme extrêmement violent envers sa mère, mais aussi qu'il terrorisait ses voisins par des menaces et des propos déplacés envers les femmes et envers ses voisins. Merci beaucoup Tanguy Hamon. Oumar N, voilà, qui terrorisait son voisinage, vous le disiez à l'instant. Thibaut Marcheteau est sur place. On va continuer sur CNews à parler de ce qui s'est passé à Cherbourg cet été. C'est particulièrement monstrueux et on ne peut pas l'oublier. On va continuer, on va suivre ce qui s'est passé, ce viol atroce commis donc par un individu extrêmement violent.
Les mauvaises pratiques des crèches privées, épinglées dans un livre Baby Business qui paraît aujourd'hui aux éditions Robert Laffont. Pendant 1 an et demi, 2 journalistes se sont penchés sur les dérives de ce secteur, les crèches privées, Chana. Entre négligence et maltraitance, vous allez voir que certains témoignages sont invraisemblables. Mickaël Dos Santos et Mathilde Ibanez. Un garçon de 2 ans seul dans la rue pendant près d'1 heure, des repas équivalents à une cuillère à soupe ou encore des couches limitées pour un enfant malade. Voici quelques-uns des témoignages recueillis dans Baby Business. Dans ce livre, 200 parents et professionnels révèlent les dysfonctionnements des crèches privées, parfois même des maltraitances. Son visage était tout gonflé, ses paupières tuméfiées, ses pommettes rouges. Son visage ressemble à celui d'un boxeur sortant d'un match particulièrement long et éprouvant. Personnel non diplômé, pénibilité du travail, les causes de ces négligences sont multiples. Cette représentante de la petite enfance met également en lumière le travail en sous-effectif. Quand vous avez un adulte pour 6 enfants de 12 ou 18 mois à faire manger, on n'a pas 36 bras. Autre problème, la pénurie de personnel. L'ouverture de 200 000 places annoncée par le gouvernement est selon elle une fausse bonne idée. Elle préconise le contraire. On ferme des places, on ferme des berceaux, on fermera peut-être aussi des structures, mais ça permettra aux professionnels d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Véronique Escam condamne également la course au profit des entreprises subventionnées par l'État. Aujourd'hui, elles sont 4 à se partager l'essentiel des 80 000 berceaux privés en France. C'est inquiétant ce qu'on entend là. C'est inquiétant. Ce qu'on disait, normalement, c'est une personne pour 5 enfants qui ne savent pas marcher et une personne pour 8 enfants qui savent marcher. Mais bien entendu, c'est pas respecté, malheureusement. Et à tel point que certains parents disent même qu'ils ne mettront leur enfant à la crèche que quand il saura parler et raconter ce qui s'y passe. Oui. Donc on en arrive c'est un réel problème. On manque de personnel, quoi. Manque de personnel. Simplement. Un village privé d'Internet depuis 2 mois, Chana. Oui, c'est l'enfer vécu par les 550 habitants de Miradou, dans le Gers. Certains vivent sans téléphone et ou Internet depuis maintenant le mois de juin. Cela inquiète les personnes âgées qui craignent de ne pouvoir appeler les secours en cas notamment de problèmes de santé. Surtout qu'en 2020, c'est ce qui est arrivé à une dame qui avait été retrouvée morte à son domicile. Reportage de Jean-Luc Thomas. Ça signifie que la malheureuse essaye depuis 2 mois et demi de se connecter et qu'elle n'y arrive pas. Cette retraitée n'a plus de téléphone ni d'internet depuis un violent orage le 20 juin dernier. Elle se bat tous les jours avec son fournisseur d'accès. Quand j'ai su que mon voisin, à 150 mètres, avait une réparation, qu'il avait récupéré la connexion alors qu'il est chez SFR, j'avoue que j'ai quand même pris la chose relativement mal et immédiatement j'ai téléphoné chez Orange. Les villageois se disent abandonnés, sinistrés du numérique. Un sentiment pas seulement de solitude, mais surtout d'isolement. L'isolement des gens où, quand on rentre chez soi, avoir quelqu'un à qui parler, ou bien voilà, on n'a plus rien. Le maire a lui aussi du mal à se faire entendre par l'opérateur historique. La dame, elle habite juste à côté, ça fait 2 mois et demi qu'on n'a rien, quoi. Et aujourd'hui, on a quand même une personne âgée qui habite pas loin, qui a besoin aussi d'appeler ses proches, qui a besoin d'appeler ses amis. Ce couple est enfin raccordé depuis ce mercredi. Ils se sont sentis déclassés. Tous les gens que j'ai eus quand j'appelle le 3900, ils me promettaient des réparations dans 2 jours, tout ça, des interventions qui n'ont jamais fait. Jusque-là, j'ai trouvé que de l'indifférence. Il reste encore une trentaine d'habitants sans téléphonie. Voilà. Nous, combien de temps on survivrait sans Internet, sans téléphone? Oh, quand même. Survivre, oui. Travailler, ça va être compliqué. Oui, travailler 5 minutes. C'est un peu ironique, évidemment. Survivre, oui, on peut survivre sans Internet. Ça nous ferait du bien, d'ailleurs. Oui, sans les réseaux sociaux, quoi. Rien. Ça nous ferait du bien. Tu t'étais déconnecté, hein? Oui, 3 jours quand je suis parti en Amazonie, ouais. Ça fait énormément de bien. Ah oui, on est seul au monde où ça ne capte pas, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. C'était magnifique. On se sent libre. Bon, là, par contre, effectivement, oui, c'est pour la vie du quotidien. C'est subi, sans téléphone, c'est même dangereux parce qu'on ne peut pas appeler les secours, effectivement, s'il y a un problème. Allez, Brigitte Millot, la santé, c'est tout de suite. Regardez votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
Brigitte Millot avec nous. Docteur Millot, notre ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a souffert et a donc encore des séquelles, je le disais dans les titres, séquelles du syndrome de Guillain-Barré. Ce matin, vous nous expliquez ce qu'est ce syndrome. Oui, alors si on se permet d'en parler, c'est parce qu'il en a parlé lui-même dans nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, qu'il a écrit un livre il y a quelques années, Boucle d'or, où il en parle longuement. Il a été atteint, il était étudiant à l'ENA. Quand il a été atteint par ce syndrome, il a été hospitalisé tout de même pendant environ 7 mois à la Pitié-Salpêtrière, dont 2 mois et demi en